C'était quoi le problème en 1989 pour que le pouvoir révolutionnaire en arrive à lancer des assises nationales? Merci, monsieur le journaliste. Vous avez l'art de demander le développement d'un sujet très vaste en un temps très court. Parce que parler donc de la conférence des forces vives de la nation, comme vous l'avez annoncé dans le plan, c'est commencer par dire, mais pourquoi cette conférence? La réponse à cette question m'amène donc à dire rapidement ce qu'est le régime en place en ce temps, son évolution dans le temps très rapidement, et puis la situation en 1989, c'est-à-dire l'année de tous les dangers. Donc depuis le 26 octobre 1972, notre pays a connu le 5e coup d'État réussi. C'était des militaires qui ont proclamé la révolution, disons vive la révolution. Ils ont instauré un pouvoir anti-impérialiste parce que le discours programme du 30 novembre 1972, c'est un discours qui est basé sur un document élaboré par les militants des anciennes sociétés démocratiques, j'allais dire mouvement démocratique. Le discours programme est basé sur un document qu'on appelle pour une politique nouvelle d'indépendance nationale. Donc le pouvoir anti-impérialiste, c'est un pouvoir qui veut rompre avec le legs colonial. C'était en gros ce qu'on peut retenir donc du discours programme qui a été proclamé par le régime qu'il a adopté le 30 novembre 1972. Après le 30 novembre 1974, ce régime a précisé sa nature en adoptant comme philosophie d'État le marxisme-léninisme et comme voie de développement économique le socialisme scientifique. Troisième fait important qui caractérise donc ce régime, c'est toujours un 30 novembre 1975. C'est la création donc d'un parti marxiste-léniniste, le parti de la Révolution populaire du Bénin. C'est à cette occasion que le pays a changé de nom pour devenir République populaire du Bénin, a changé le drapeau pour un drapeau vert frappé en haut d'une étoile rouge. Donc c'est des faits qui indiquent l'orientation du régime. Ça, c'est sur le plan de l'orientation politique, l'orientation générale. Donc nous avons un régime anti-impérialiste, un régime qui dit qu'il va donc édifier une économie socialiste et qui effectivement va entreprendre des réformes hardies. Pour faire court, ce régime a dit et l'a fait. Toutes les sociétés ont été nationalisées. Le régime a dit tous les secteurs vitaux de l'économie seront donc entre les mains de l'État, ce qui a été fait. Les banques, le port nationalisé, on a même créé de nouvelles sociétés d'État. Pour donner un chiffre, en 1980, l'État avait dans son portefeuille 120 entreprises publiques et parapubliques. C'est pour vous dire que c'est ce qu'on appelle l'État-providence qui s'est installé. C'est l'État qui veut donc tout contrôler. C'est l'État qui est employeur que nous avons connu. Qui veut s'assumer. Que nous avons connu. Alors, une chose donc est de faire des réformes, de créer des sociétés, et une autre chose est de créer les richesses qu'on espère.
Disons, en matière donc d'évolution de l'économie du pays, l'économie a connu deux phases. Une première phase de relative prospérité, c'est la phase allant de 1973 à 1982. Quelles sont les raisons? Les raisons, c'est essentiellement la gestion donc, des sociétés qui ont été donc, nationalisées. Si la gestion était rigoureuse et saine, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir donc une économie dirigée. Oui. Des pays l'ont eu avant nous et réussi. Donc il y a ces sociétés quand même qui ont généré donc des profits. Il y a l'environnement sous-régional qui nous était énormément favorable. Énormément favorable parce que nous sommes à côté d'un grand pays à l'est, le Nigeria, qui est un grand producteur de pétrole, et dans les années 70 et 80, le pétrole coûtait énormément cher, à cause donc d'un cartel, si vous voulez, des producteurs et exportateurs de pétrole qu'on appelle l'OPEP, oui. Qui, compte tenu de la dévaluation donc, du dollar par 2 fois, compte tenu de la remise en cause du système monétaire international qui avait cours, parce que les États-Unis, en août 1971, ont remis en cause le système monétaire international qui a été mis en place à la conférence de Bretton Woods en 1944, en disant que le dollar n'est plus convertible en or. Ça a créé une inflation. Pour s'ajuster, les pays exportateurs de pétrole, donc l'OPEP, qui est né en 1960, et qui face donc à la situation d'inflation créée par les États-Unis, ont augmenté le prix du pétrole en 1973. Le prix a augmenté, a été quadruplé. Ça a été également augmenté en 1978. Donc le pétrole coûtait cher. Nous avons profité donc du boom pétrolier, c'est-à-dire le boom, c'est boom pour un pays vendeur d'un pétrole cher, oui. Mais c'est un choc pétrolier pour les pays qui importent le pétrole. Parce que la facture pétrolière, donc, c'est alourdi. Donc, c'est le cas des économies des pays développés. Et comme nous sommes à côté donc, du Nigeria, le boom pétrolier nous a profité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, le marché nigérian, fort donc, de 200 millions donc, de consommateurs, nous était ouverte. Donc, il y a eu la réexportation, le Bénin s'est enrichi énormément. En même temps, notre voisin qui est donc au nord-est, le Niger, producteur d'uranium, l'uranium aussi avait donc un coût qui était en hausse. Hein? Donc ça nous a profité. Notre voisin qui est à l'ouest, donc le Togo, produisait donc du phosphate, et le phosphate coûtait cher. Bref, l'environnement donc était très favorable. Donc, c'est la période de prospérité. C'est la période où le pouvoir en place donc, a demandé aux organisations de jeunes, de femmes et de travailleurs, il avait donc une certaine collaboration, il avait une certaine entente. Ça fonctionnait. Les choses vont changer à partir de 1982. 1982 parce que les pays développés face donc à la cherté du pétrole, le baril donc était à $35 à l'époque, dans les années 80. Ces pays ont cherché bien sûr des substituts, des sources d'énergie de substitution. Ils ont trouvé du pétrole dans la Manche. Les centrales nucléaires donc, ont été mises en place.
Bref, à partir de 82, le prix du pétrole a baissé. De 35 $, on est venu à 18 $ en 1982. Ça a été la catastrophe au niveau donc du Nigeria. Oui. Alors, catastrophe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, le Nigeria donc, est maintenant en difficulté parce que le boom pétrolier est devenu maintenant le choc pétrolier pour le pays, ce pays donc exportateur de pétrole. Le Nigeria a bloqué sa frontière, l'économie de l'exportation terminée. Donc les difficultés ont commencé en 82. 82, les sociétés qu'on avait créées, sociétés créées en cascade dans les années 70, un bon nombre donc ont été liquidées. Par exemple, en 1983, il ne restait que la moitié, enfin toutes les sociétés provinciales, c'est-à-dire on dirait aujourd'hui sociétés départementales, parce que les réformes connues avaient fait changer le nom donc des départements en province, le nom donc des sous-préfectures en district, etc. Bon, donc on ne peut pas rentrer dans ce temps. Bref, de 82 jusqu'à 89, c'est vraiment ce que M. Adekunte, qui a écrit donc un livre, ce qu'il a appelé donc la descente aux enfers, et donc la dépression économique. Cela a été aggravé donc par une crise internationale. Donc cette crise a fait que les caisses de l'État étaient vides. Il faut dire que politiquement, le pays donc ne se portait pas bien aussi parce que il a eu divorce entre le pouvoir central et les forces démocratiques qui l'ont donc soutenu au départ. Une partie des forces démocratiques, un parti donc est né, le parti communiste donc du Dahomey, est né en décembre 1977. Et face donc aux difficultés, quelles difficultés? Quand l'État est donc en difficulté économique, et cela rejaillit donc sur les salaires, donc il y a eu gel, par exemple, de recrutement en 1986, les sociétés donc qu'on a créées en cascade dans les années 70, à partir de 1982, la moitié donc a été supprimée, ça fait donc des chômeurs. En 88, il y a eu blocage donc de salaires, plus d'avancement, etc. Donc, ça a créé donc un malaise. Oui. Alors, les étudiants donc sont facilement donc inflammables. Oui. Ils ont été donc intégrés par le PCD, le PCD donc qui est un parti bien organisé, qui a commencé donc à se manifester à partir donc de 77 jusqu'à 79, où certainement elle a mis en place donc les bases. Oui. Et puis à partir de 79, la première grève donc s'est déclenchée à l'université par les étudiants. C'est une première parce que depuis donc l'échec de la grève des travailleurs de 1975, déclenchée à la suite donc d'une crise politique qui s'est exprimée par l'assassinat donc du ministre de l'Intérieur Michel Aïpé, grève générale qui a été donc enrayée par le pouvoir. Ensuite, il y a eu les agressions. Oui. L'agression du 16 janvier 1977, là aussi, tout ça là, c'est des manifestations de mécontents qui s'expriment ainsi parce que cette agression s'est bien organisée par une opposition qui est donc en exil. D'après le livre de Philippe Akpo, c'est le courant zésuiste donc, qui a organisé donc, cette agression. Et puis, donc, tout ça là a amené donc, le pouvoir à réduire sa position. Donc, le pouvoir, à partir de 75, à partir de 75, donc, le pouvoir s'est radicalisé, s'est réduit, il a eu donc des réformes. Enfin, bref, en 89,
en 89, le pouvoir était au pied de mur. Les salaires étaient difficilement payés. Les étudiants étaient donc en grève à partir de janvier 1989. Mi-janvier 1989, ce sont les enseignants du secondaire qui ont donc commencé la grève. Ensuite, les enseignants du supérieur aussi sont rentrés donc de la grève. L'administration, en 1989, l'administration était aux arrêts parce que tous les ministères, il y en avait 16, 15 étaient donc en grève, sauf donc le ministère de la Défense. Le pays était bloqué. Donc voilà un peu schématiquement, vraiment schématiquement, ce que je peux dire pour dire que ce sont ces raisons-là qui ont amené le pouvoir du PRPB, qui jusque-là était réticent vis-à-vis donc du dialogue, à se réunir, quoi, les trois instances fêtières donc de l'époque. Le comité central donc, du PRPB, le comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire, c'est comme ça qu'on appelait le Parlement de l'époque, et le Conseil exécutif national, c'est comme ça qu'on appelle le Conseil des ministres, y compris les préfets. Donc, cette réunion conjointe a eu lieu le 6 décembre 1989 et les décisions qui ont été prises, c'est qu'il faut convoquer une assise nationale. Des États généraux. Oui. Il faut convoquer donc une conférence pour discuter donc des problèmes de la nation et trouver donc des solutions à ces problèmes. Ensuite, le PRPB avait déjà signé, compte tenu des difficultés économiques, avait déjà signé en mai-juillet 1989 le programme d'ajustement structurel avec les institutions financières internationales que sont le FMI, Fonds monétaire international, et la Banque mondiale. Donc, la décision de réunir donc, au premier trimestre de 1990 un forum, les États généraux, qu'on a appelé la conférence des forces vives de la nation, qui s'est réunie à partir du 19 février. Oui. Mais avant cela, bien sûr... Oui. On a préparé. Mais je voudrais qu'on marque un petit arrêt sur les situations, les circonstances justement qui ont amené à l'organisation de cette conférence ou alors qui ont forcé le pouvoir existant à projeter l'organisation d'une assise nationale. Il y a le PC, vous avez parlé tout à l'heure du Parti communiste du Dahomey qui a joué un rôle prépondérant dans les circonstances, en tout cas à cette époque-là. Il y a également les prêtres qui ont bataillé également, puisqu'il y en a qui ont été emprisonnés. Alors dites-nous d'abord d'où les militants du PCD tiraient leur courage face à un pouvoir révolutionnaire qui brisait tout sur son passage. Bon, monsieur le journaliste, je vous ai dit que le sujet est très vaste. La question que vous posez, c'est une question essentielle, parce que les plus vaillants, les plus courageux, les plus visibles dans la lutte contre le pouvoir du PRPB, il faut l'avouer, il faut être honnête, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est essentiellement ce parti clandestin qui a réussi à maîtriser le travail de la clandestinité et qui a réussi par ses actions, quelles sont ses actions? Il avait donc une presse qu'on appelle donc la Flamme qui paraissait. Il avait donc ces militants formés donc, qui écrivaient donc des graffitis pour dénoncer donc le pouvoir en place, que ce n'est pas la vraie révolution. Ce parti, donc, je l'ai dit dans ma première intervention, a relevé un défi parce que après l'échec des grèves déclenchées par la centrale qu'on appelle l'UNSTB,
et qui comptait à peu près 30 syndicats de base. Après l'échec de cette grève qui a été brisée par le pouvoir, des syndicalistes donc, ont été jetés dans la brousse, la prison de Brousse qui est à Doudia. Et ces syndicalistes, le premier responsable c'était Timothée Adalin, il a mis Baba, etc. Bref, il a été dit que la grève est interdite au Bénin. Mais grâce donc au travail effectué par le PCD et ses militants, dont le courage était tel que, personnellement, je les appelais les phénoménards, parce que c'était osé à l'époque. Mais c'est dû donc au fait qu'ils ont réussi donc à créer des structures clandestines de lutte qui, en luttant, en faisant fi donc des sacrifices, des emprisonnements à longue durée, 5 ans, il a même des morts, etc. Malgré cela, donc, le mouvement a continué. Cela a commencé à donner du courage à tous ceux qui se sont terrés à cause de la terreur ambiante. Alors, ce travail, ces grèves ont fait que le pouvoir était ébranlé. Ébranlé depuis 1985 et en 1989 avec une marche grandiose qui a été menée, encadrée donc par les militants du PCD, les travailleurs, tout le peuple, avec les comités d'action qui sont donc des structures de lutte créées par le Parti communiste donc, du Dahomey. Les langues se sont déliées. Oui. Beaucoup ont cru qu'on peut encore lutter donc, contre le régime en face qui semait donc la terreur depuis 1975, où le ministre donc, de l'Intérieur a été tué. Et puis après l'agression, donc le régime s'est radicalisé. Alors donc beaucoup ont repris confiance. Donc c'est en 89, si mes mémoires m'est fidèle, c'est en février 1989 que la lettre pastorale donc, du clergé est apparue pour critiquer, donc faire une critique, hein, une lettre très critique vis-à-vis donc du régime, vis-à-vis donc de tout le monde. Et c'est dans ce créneau-là aussi que deux émissaires donc, du peuple, c'est-à-dire des députés, on dirait aujourd'hui, ont été voir le président Kérékou pour lui dire vraiment d'ouvrir le dialogue, de dialoguer donc avec le peuple, d'ouvrir un peu le champ politique à d'autres sensibilités politiques. Donc ces deux députés, c'est René Amassou et Maître Dossou Robert.